Je voudrais vous parler de la captivité. Certes, nous ne sommes pas en guerre. Néanmoins, bien que nous ne soyons pas en guerre, peut-être que nous soyons en captivité. Le mot captivité, utilisé surtout pour indiquer l'emprisonnement en guerre, a aussi un sens plus général qui comprend à la fois l'emprisonnement et un état de détention plus générique, une forme de limitation de notre mode de vie naturel. Les animaux, par exemple, sont en captivité. Il y a captivité dans les zoos, les cirques, les laboratoires, les fermes, mais aussi dans la domestication privée. Bien que nos animaux de compagnie ne subissent pas le même destin atroce des animaux sauvages, ils sont dans un état de semi-liberté dans lequel quelqu'un d'autre, généralement les propriétaires, choisit quelles doivent être les limites de leurs mouvements. Nous aussi, peut-être, nous nous trouvons dans cet état aujourd'hui. Moi, et comme moi, beaucoup d'autres dans le monde, beaucoup d'entre vous qui écoutez, nous faisons l'expérience des limites de nos possibilités. Séparés des parents et amis, privés de nombreuses libertés. Nous sommes dans une situation de captivité qui, certes, n'est pas extrême, car nous sommes équipés de nombreux conforts, c'est-à-dire la télévision, Internet, la nourriture que nous préférons, les médicaments, les chaleurs d'un foyer personnel. Cependant, nous ressentons l'inconfort et de l'isolement, de l'inactivité et de l'éloignement social. Bref, nous sommes privés des activités et des relations qui nous définissent et qui rendent nous ce que nous sommes. Il faut donc analyser cette expérience que nous vivons pour la comprendre et mieux lui faire face. En effet, aux côtés des victimes du virus, les victimes de la solitude et de la dépression augmentent silencieusement. Ainsi, en gardant la différence entre une captivité extrême, comme celle de la prison ou de la guerre, ou celle de l'animal sauvage de son habitat, et notre moindre état d'emprisonnement, il est possible de trouver des images communes qui nous permettent de comprendre et en partie de surmonter les difficultés de notre situation. À cet égard, j'ai essayé de relire les carnets des captivités d'Emmanuel Levinas, qui sont les témoignages les plus directs de son enfermement dans un camp de travail pendant la Seconde Guerre mondiale, une expérience qui a duré 5 ans. C'est aussi le lieu privilégié pour comprendre l'origine de nombreuses images qui accompagneront toute l'œuvre lévinassienne successive. Je voudrais analyser un passage d'un essai intitulé Captivité, dans lequel Levinas décrit cette situation particulière. Les prisonniers, comme un croyant, vivaient dans l'au-delà. Il n'a jamais pris au sérieux les cadres étroits de sa vie. Pendant 5 ans, malgré son installation, il était sur le point de partir. Les réalités les plus solides qui l'entouraient portent le cachet du provisoire. Il se sentait engagé dans un jeu qui dépassait infiniment ce monde d'apparence. Son vrai destin, son vrai salut, s'effaçait ailleurs.
dans les communiqués. C'était des événements à l'échelle cosmique. La vie dans les camps est une vie tournée au-delà, hors de la vie quotidienne, répétitive et monotone. La tendance de la vie n'est plus marquée par la volonté individuelle, par l'expression de sa propre voix unique. Le bulletin apporte plutôt des informations sur le monde extérieur aux habitants du camp. L'histoire devient ainsi une histoire universelle. Ce qui est important, ce sont les grands mouvements qui absorbent l'individu jusqu'à sa disparition. Quand la guerre sera finie, de même que la pandémie pour nous, peu importe à l'histoire des noms de ceux qui n'ont pas survécu. Dans les pages des livres d'histoire, les faits historiques sera placé côté à côté avec ceux qui l'ont précédé, et ainsi de suite. Lévinas développe cette critique de l'histoire en sens hegelien dans toute sa production. Si d'un point de vue philosophique, l'influence est certainement due à la pensée de Rosenzweig, déjà dans l'expérience vécue du camp, il y a les prémices de ce discours. On lit dans Totalité infinie. La totalisation ne s'accomplit que dans l'histoire des historiographes, c'est-à-dire chez les survivants. Elle repose sur l'affirmation et sur la conviction que l'ordre chronologique de l'histoire des historiens dessine la trame de l'être en soi, analogue à la nature. Les temps de l'histoire universelle demeurent comme les fonds ontologiques où les existences particulières se perdent, se comptent et où se résume au moins leur essence. Puisque le prisonnier tourne de son regard vers l'histoire universelle, il fait abstraction de sa vie individuelle. Il la met entre crochets. Lévinas compare cette attitude à une sorte de réduction, une époque. Mais contrairement à la réduction phénoménologique, ce qu'il trouve n'est pas l'ego transcendantal, mais un fond anonyme et neutre auquel Lévinas donnera le nom de il y a. C'est une expression impersonnelle qui indique la neutralité vide qui reste dans une existence sans monde, comme un monde cassé. Dans la vie quotidienne et monotone et dramatique du camp, Lévinas éprouve de la souffrance et surtout de la fatigue. D'une part, la fatigue du travail forcé, exacerbée par le froid et la faim. De l'autre, un autre type d'effort, celui du repos. Il dit « temps sans activité, d'où le vide de la nuit, retour au temps de l'Iliade. » Il n'y a pas encore dans les carnets de théorisation explicite sur l'Iliade, mais seulement des descriptions de cette situation tirées de la littérature qu'il lit en captivité grâce à la présence d'une bibliothèque à l'intérieur du camp. Par exemple, on trouve nombreuses citations tirées de Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, comme les spleen, qui, fruit de la morne en curiosité, prend les proportions de l'immortalité, aussi les ambiances ambiguës et fantomatiques, les sorcières qui habitent les royaumes de la nuit noire du théâtre shakespearien. Toute cette image capture efficacement la désorientation du sujet face au monde devenu
horriblement insensé. Face à cet état de suspension de la réalité, le sujet se retrouve paralysé, privé de son propre caractère de sujet. Il devient l'objet d'une pensée anonyme. Notre expérience actuelle de captivité a peut-être un trait en commun avec cette description. Notre quotidien est marqué par les bulletins qui mis à jour sur les chiffres de la contagion, nombre de positifs, nombre de victimes, etc. Souvent, on passe le reste du temps devant un écran que nous regardons passivement pour tuer le temps. Chaque jour, la même routine. Nous nous retrouvons engloutis par un flux qui nous étouffe et nous écrase. Lévinas disait « réalité immobile, absolument étrangère, nuit en plein jour ». Les nuits, l'immobilité, l'horreur du silence, l'impersonnalité d'une histoire qui nous oublie. Il me semble que, en partie, nous vivons aujourd'hui cette captivité souvent avec une angoisse qui peut entraîner des malaises et de la dépression. Où trouver l'espoir? Dans la suspension de la vie, dans la mise en parenthèse, ne pouvons-nous rencontrer autre expérience que celle de Lilia? Ce n'est pas la réponse de Lévinas, et ce ne peut pas être notre réponse non plus. Dans une page de son premier cahier, il place le terme réduction aux côtés du Shabbat. La pratique phénoménologique qui est ainsi associée à la suspension juive de l'activité dans le samedi. Cette phrase semble suggérer la possibilité de trouver, dans les mêmes expériences du monde brisé, la proximité la plus haute de la transcendance. Non seulement la transcendance qui est Dieu pour les croyants, mais aussi une authentique relation avec l'altérité. Une relation non plus négociée par des intérêts concrets ou par des situations de proximité spatiale, mais une relation éthique, une relation absolue à la nudité de l'autre, toujours exposée au danger et à la mort. Aujourd'hui encore, seulement mes pensées à l'égard d'autrui, mes efforts pour lui donner toujours un nom propre, peuvent nous sauver du malaise de la captivité et le sauver de la neutralité de l'histoire.